Bonjour à toutes et à tous, je suis Jonathan et bienvenue dans ce premier épisode de la nouvelle saison de l'Instant IT. On vous propose de plonger au cœur des grands enjeux du numérique en entreprise en compagnie des experts Ascensi. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet passionnant et plus que jamais d'actualité, le lien entre intelligence artificielle et numérique responsable. Avec l'essor de l'IA dans nos organisations, les entreprises doivent relever un double défi. Intégrer ces technologies innovantes tout en respectant leurs engagements sociétaux et environnementaux. Alors quels sont les impacts concrets de l'IA sur notre environnement et surtout comment concilier innovation technologique et transition responsable? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts d'Ascensi, Pierre Dos Santos Uzaralde, directeur de cursus IA à l'école Hexagone, membre du groupe Ascensi depuis 2025. Bonjour Pierre, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'école Hexagone? Bonjour Nathan, bonjour à tous et à toutes. Donc l'école Hexagone est une école informatique de type Bac+5. Elle prépare ses futurs talents en alliant excellence académique et immersion professionnelle. Elle fait donc du numérique responsable un fort engagement pour former les futures générations à innover avec éthique et responsabilité. Merci Pierre, et pour vous accompagner, nous accueillons également Adrien Dasneves, responsable de l'offre numérique responsable. Qu'est-ce que le numérique responsable, si vous pouvez nous donner une définition? Alors bonjour Jonathan, bonjour Pierre, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors le numérique responsable c'est quoi? Déjà c'est assez récent, mais c'est une démarche globale qui cherche finalement à concilier le développement du numérique avec des thématiques comme la protection de l'environnement, l'équité sociale ou bien la performance économique. En fait, c'est juste une réponse au développement croissant du numérique dans toutes les strates de la société et les impacts justement qu'elle peut avoir vis-à-vis de notre société et notre planète. L'idée, ça va être en fait de développer des technologies qui sont plus sobres, plus utiles et plus inclusives. Ça peut prendre plein de formes différentes. Des modèles d'intelligence artificielle qui permettent par exemple d'optimiser la consommation d'eau dans un champ agricole, comme par exemple l'optimisation des logiciels grâce à l'éco-conception logicielle. Merci Adrien, et aujourd'hui, bienvenue messieurs, sans plus attendre, l'Instant IT par Ascensi, c'est parti. L'Instant IT par Ascensi. Pierre, on le sait, on en parle de plus en plus, l'intelligence artificielle a une empreinte environnementale. Mais concrètement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion? Alors, l'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle désigne l'impact écologique généré par les ressources dont elle a besoin pour son fonctionnement, en incluant bien évidemment la consommation énergétique, mais aussi les émissions de gaz carbonique, CO2, et enfin l'infrastructure matérielle. Elle se manifeste à plusieurs niveaux. J'en ai identifié deux. Le premier, c'est l'inférence versus entraînement. Qu'est-ce que l'entraînement? Qu'est-ce que l'inférence? L'entraînement, c'est la création du modèle et le développement du modèle sur la base de données, d'un grand volume de données, donc on appellera données massives. C'est une phase énergivore, puisque nécessitant l'utilisation de milliers de GPU. Pour information, pour illustrer mon propos, la nouvelle machine Mistral qui sera implantée dans la région parisienne, donc va utiliser donc 15 000 GPU. Donc, la phase d'inférence, c'est la phase qui permet évidemment à l'utilisateur d'utiliser son intelligence artificielle. Elle passe donc par l'émission de requêtes. En soi, la requête n'est pas énergivore, mais ce qui va conduire à une grosse consommation d'énergie, c'est l'accumulation des requêtes. On pourra dire, comme Adrien sûrement va le repréciser plus tard, on pourra estimer à plus d'1 milliard le nombre de requêtes quotidiennes à l'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est les infrastructures. Donc sur les infrastructures, c'est le socle de l'IA. Alors là, on va retrouver évidemment ce que tout le monde a priori connaît, ce sont les data centers, ces bâtiments qui abritent les calculateurs et les serveurs de données. Donc, bâtiments énergivores, pourquoi? Parce qu'ils nécessitent évidemment de fournir, ils sont là pour fournir de l'énergie aux différents serveurs. Ils sont là aussi pour assurer le refroidissement des machines et enfin assurer aussi la sécurité et la redondance. Autre composant d'infrastructure, ce sont les GPU, TPU. Donc GPU, Graphic Processing Unit, TPU, Tensor Processing Unit.
ces GPU, ces CPU sont très consommateurs d'énergie parce que très nombreux, comme je vous l'ai déjà dit, et puis évidemment, donc l'extraction de la construction de ces GPU et leur usage, donc nécessite une consommation énergique assez importante. Et puis le troisième temps, c'est le refroidissement. Donc dans le cadre du refroidissement, évidemment, c'est toujours au niveau de l'infrastructure. Le refroidissement, c'est quelque chose de très très important, de très énergivore, puisque on considère que 40% de l'énergie consommée par un data center se fait au niveau du refroidissement. Je me permets, aujourd'hui, vous avez évoqué beaucoup de facteurs assez variés. Adrien, qu'est-ce qui va peser le plus aujourd'hui dans cette empreinte ? Est-ce que quel de ces facteurs va être déterminant finalement aujourd'hui dans notre empreinte numérique ? Alors déjà, merci Pierre, parce que la description a été très claire. On comprend comment fonctionne l'intelligence artificielle maintenant. Alors déjà, ce qu'il faut définir, c'est qu'il y a plein d'indicateurs différents qu'on peut utiliser en termes d'impact environnemental. Celui qui revient le plus souvent, c'est la quantité de gaz à effet de serre qui va être émise. Donc, on va s'arrêter sur celui-là, mais si on veut quand même ouvrir le scope et la compréhension, on pourrait s'intéresser aussi à la consommation énergétique, on pourrait s'intéresser à la consommation d'eau, on pourrait s'intéresser à la consommation de ressources abiotiques, de ressources minières, etc. Globalement, on s'intéresse surtout aux émissions de gaz à effet de serre. Donc très justement, comme l'a dit Pierre, l'empreinte de l'IA, elle vient pas que d'un seul élément, elle vient de plusieurs éléments. Donc, catégorisé en deux éléments par Pierre, moi je dirais trois, parce que je différencie l'entraînement de l'inférence. Ce qu'il faut voir, c'est que l'entraînement est une phase avec une consommation d'énergie et des émissions qui se veulent assez massives, mais ça reste une phase où les émissions sont ponctuelles, puisque une fois que l'entraînement est fait, il n'y a plus de nouvelles émissions à part nouvel entraînement. Sur ChatGPT-3, on avait à peu près 1,5 gigawattheure d'électricité consommée pour entraîner le modèle. Sur GPT-4, on était déjà passé à 50 gigawattheures. Et aujourd'hui, vous disiez 1,5 gigawattheure. Aujourd'hui, ça dure en termes de durée, c'est sur combien de temps à peu près ? Alors, ça dépend. Sur la phase d'entraînement de GPT-3, ça s'était compté en 1 ou 2 mois, il me semble, la phase d'entraînement. Pour donner aussi des chiffres, pour comprendre 1,5 gigawattheure, c'est à peu près la consommation électrique annuelle de 150 foyers. Donc, multiplié par 50 sur GPT-4, ça fait déjà la taille d'une petite commune. Néanmoins, comme je l'ai dit, c'est une phase qui est assez minime si on compare à l'inférence, parce que l'inférence, c'est au jour le jour. L'inférence, c'est vraiment la phase la plus lourde, parce que c'est la mise à l'échelle qui fait que les émissions augmentent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, une requête ChatGPT consomme 10 fois plus d'énergie qu'une simple requête Google. Et aujourd'hui, depuis peu, par exemple, sur Google, il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont rajoutés dedans, ce qui fait que ce facteur augmente à 30. Multiplié par le nombre de requêtes qu'il y a par jour, donc sur ChatGPT des centaines de millions ou sur Google des dizaines de milliards. En fait, c'est une consommation annuelle juste pour la phase d'inférence qui est de l'ordre du térawattheure. Encore une fois, ça paraît assez absurde, mais assez compliqué à comprendre, mais c'est la production d'énergie de dizaines, voire de centaines de centrales nucléaires. Et si on prend justement l'ensemble de ces modèles d'IA, est-ce qu'il existe concrètement des techniques ou des solutions pour limiter cet impact ? Alors, il existe évidemment des techniques et des stratégies qui vont permettre de limiter son impact. Donc, je peux effectivement citer quelques-unes, notamment au niveau des modèles. Donc, on va pouvoir à ce moment-là introduire ces stratégies que sont la distillation, la quantisation ou quantification, en fonction de l'anglicisme ou pas, et puis le pruning. Donc, distillation, c'est le moment où effectivement on va essayer de créer des modèles qui sont des modèles light, à partir des modèles, de la connaissance de modèles qui sont déjà entraînés. Alors, je veux citer ici, par exemple, Distril-BERT, qui est le pendant light de BERT, ou encore d'autres formes de TinyBERT. Voilà. Et puis, derrière, donc, la quantisation, c'est la façon de coder qui manifestement change, puisque, vous savez, on utilise tous nos ordinateurs, on code en 32 bits,
et on va essayer de coder en 16 bits, voire 8 bits, de façon à optimiser les ressources quand cela le permet. Donc, reste le pruning. Donc, c'est aussi une stratégie qui consiste finalement à limiter le nombre de neurones de façon à pouvoir effectivement faire aussi une économie d'échelle sur la modélisation. Alors, le deuxième impact, c'est de rendre donc l'apprentissage intelligent et donc l'entraînement intelligent. Et là, donc, on a plutôt des technologies, des techniques, à savoir, on a le early stopping, c'est-à-dire on va arrêter le calcul au moment où on aura atteint une convergence supposée, le calcul n'évolue plus. On a aussi le transfer learning qui est basé sur ce qu'on appelle, on fait en général le transfert de connaissances. Donc on va utiliser les résultats d'un modèle entraîné pour en entraîner un autre. Et puis derrière, on va pouvoir ensuite évidemment avoir un entraînement distribué ou asynchrone pour éviter les surcharges sur la machine. À travers les différents exemples que vous avez pu donner, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, ce sont les usages qui pèsent le plus lourd concrètement. Et comment est-ce qu'on peut, vous, Adrien, qui êtes de formation ingénieur IA justement, comment est-ce qu'on peut mieux sensibiliser, mieux piloter et faire en sorte que côté client, côté utilisateur ou même en entreprise, on puisse être de plus en plus sensibilisé? Alors, effectivement, si les usages, c'est la phase qui est la plus émettrice, une des premières méthodes à appliquer, première démarche, ça va être la sobriété numérique, c'est-à-dire questionner les usages qu'on en fait. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir mettre de l'IA partout, parce que ça a été marketé aussi de cette manière-là, mais déjà, il faut essayer de responsabiliser les usages et se poser la question, est-ce que c'est pertinent et est-ce qu'on s'en sert de la bonne manière? Ce qui fait que, par exemple, au niveau des utilisateurs, donc vous et moi, la question qu'on va devoir se poser, c'est est-ce qu'il y a une réelle utilité sur la requête que je vais faire? Parce que chaque requête compte. À titre individuel, une requête, ça ne va pas générer beaucoup d'émissions, mais multiplié par les milliards de personnes qui s'en servent, à minima millions, vous pouvez bien comprendre que les émissions sont importantes. Donc, ce qu'on va essayer, par exemple, ça va être d'éviter les prompts trop longs, trop verbeux, qui vont du coup nécessiter plus d'analyse sémantique par le LLM, par exemple, pour vous répondre. Ça va être aussi essayer d'utiliser l'historique pour éviter de reposer des questions qui ont été déjà posées, donc éviter d'utiliser un outil qui a déjà été fait. Au niveau des entreprises, ce qui va être principal à faire, ça va être de définir des usages qui se veulent prioritaires. Donc utiliser l'IA quand réellement c'est nécessaire et pas l'appliquer à tout bout de champ. Ça va être aussi essayer d'éviter les intégrations par défaut. Des fois, l'IA n'est pas forcément utile et puis rend des logiciels bien plus compliqués sans avoir réellement une valeur ajoutée à la fin. Et côté soit client et produit, nous, ce qu'on considère, c'est que la sobriété, elle se fait à la phase de conception. Donc, ça va être de faire de l'IA on demand et pas de l'IA à foison à chaque fois. Et essayer de proposer des alternatives sans IA dans les parcours utilisateurs aussi. Aujourd'hui, on a parlé essentiellement de ses impacts, que ce soit du côté utilisateur. L'IA, ça soulève également, bien sûr, des enjeux sociaux, par les biais notamment algorithmiques, ou même les scripts dont on peut parler également. On a tous vu passer des critiques, notamment autour d'outils comme Midjourney, accusés de reproduire des stéréotypes raciaux. Mais concrètement, d'où est-ce qu'ils viennent ces biais? Finalement, d'où est-ce que ça peut venir? Donc, le biais, évidemment, c'est le point sensible de l'IA. Hein. C'est le point sensible de l'IA parce que il faut bien penser que le biais n'est pas un accident isolé, mais le reflet de choix techniques et sociaux qui se répètent à chaque étape du développement de l'IA. Alors, on va identifier plusieurs sources de biais. Donc, tout d'abord, le biais dû aux data, je dirais c'est le numéro 1, le number one, qui porte sur des data donc, qui sont évidemment des data non nettoyées, alors qui font usage de préjugés, à savoir sur des propos sexistes, des propos qui peuvent être aussi racistes, voire discriminatoires. Vous avez aussi des datas qui sont déséquilibrées, et vous citiez Midjourney, c'est tout à fait, on est dans ce cadre-là de data déséquilibrées. On interroge
Finalement, on apprend sur une population blanche et ensuite on interroge sur une population noire. Ça crée évidemment des erreurs. On a aussi, dans cette histoire de biais, on a aussi des biais dus à la modélisation. Donc, les modèles ne sont pas conçus pour donner une réponse éthique. Les modèles sont là pour donner une réponse globale. Donc, ils ne sont pas optimisés dans ce sens et effectivement peuvent être amenés à donc donner des fausses réponses, créer des erreurs. Et derrière, évidemment, on a associé à ces modèles ce qu'on appelle la loss function. Donc, c'est important peut-être de la préciser parce que sur la base de la loss function, la loss function est là pour donc répondre à une mesure d'erreur et n'est pas là pour répondre à une mesure d'équité. Et donc, cette loss function peut conduire aussi à des erreurs non négligeables dans la réponse. Ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, cet algorithme, aujourd'hui, il n'est pas neutre. Adrien, quand on parle d'un algorithme pas neutre, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Alors, effectivement, si je dois rebondir, ça correspond principalement aux données. Aujourd'hui, les modèles ne sont faits que pour répondre finalement à la fonctionnalité qu'on leur a désignée et aux données sur lesquelles on les a entraînées. Du coup, les biais viennent pas réellement de l'IA en tant qu'outil, mais plutôt des données qu'on va lui donner et du contexte dans lequel on l'entraîne. Donc finalement, en fait, l'IA il va hériter de tous les biais, toutes les inégalités et parfois même les discriminations qui existent dans la vraie vie. Donc je pourrais vous en citer plein, mais grosso modo, toutes les inégalités et discriminations que des communautés vivent au quotidien peuvent être retrouvés dans l'IA. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit qu'un algorithme est biaisé, c'est sur ces thématiques-là. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que si les données sont biaisées dès le départ, l'IA elle va apprendre de ces biais, voire même des fois les amplifier par la suite. On l'a vu notamment avec l'exemple de Grok, qui avait eu des tendances néo-nazis il y a quelques temps. Par rapport à ces sujets aujourd'hui, concrètement, où est-ce que ça se situe la responsabilité ? Est-ce qu'on peut vraiment corriger ou limiter ces biais ? La responsabilité, là, je laisserai peut-être Adrien répondre parce qu'il est au contact de personnes qui sont responsables. Je les mettrai, moi, au niveau d'abord des développeurs et utilisateurs. Je pense. Donc, on pourra aussi les situer au niveau de la gestion par les entreprises des différentes IA. Et puis, évidemment, dans le cadre du développement des IA, on va retrouver comme ça des inégalités, des biais et donc des sources d'erreurs. Effectivement, hein, c'est globalement ça. On retrouve finalement une responsabilité partagée dans toutes les parties prenantes autour de l'IA. Les concepteurs, ils ont un rôle de garantie au niveau des données, vérifier que les données sont pertinentes et pas biaisées. Aussi, ils ont une responsabilité vis-à-vis des garde-fous. Donc, préparer des garde-fous pour faire attention justement à ce que notamment les IA n'amplifient pas les biais. On peut aussi justement considérer qu'il y a une responsabilité des entreprises aussi, parce que quelle est la portée des IA qui développent ? Est-ce que c'est des IA qui se veulent éthiques déjà dans la façon dont elles sont conçues et le besoin auquel elles vont répondre ? Et après, côté utilisateur, on peut aussi se poser la question, en fait, en tant qu'utilisateur, c'est nos données qui sont mises dessus. Donc, c'est par rapport à ce que je suis, ce que je représente, ce que je véhicule, que les algorithmes de demain vont s'entraîner. Ce que l'on comprend, c'est qu'il faut une IA plus responsable à l'avenir. En tout cas, je vous remercie, Pierre. Merci, Adrien, d'avoir été avec nous pour éclairer les liens parfois complexes entre intelligence artificielle et numérique responsable. C'était l'Instant IT par Ascensi. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur toutes les plateformes. L'Instant IT par Ascensi.